Bien, chers amis, on va commencer. Bienvenue, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. Malgré le froid, pas sibérien, n'exagérons pas. Bon, commence à faire un peu frisqué. Bienvenue donc à notre 23e conférence de l'association Culture et Société. 23e. Et le thème, donc, les incendies de forêt et après, un grand point d'interrogation. Alors, que chacun se sente le bienvenu et j'ai le grand plaisir d'accueillir notre ami Alexis Ducusseau. Alors, c'est la 3e fois qu'Alexis vient au sein de notre association, donc il se trouve bien apparemment. Donc, ça veut dire qu'en 2024, on aura le plaisir de l'avoir à nouveau, n'est-ce pas ? Voilà, on peut... Oui ou non? Ah, ben alors. Donc, pour les nouveaux amis qui nous rejoignent, notre association, eh bien, je me dois de vous présenter qui est Alexis Ducusseau, parce que nous, les anciens, on le connaît, mais vous, les nouveaux, vous ne savez pas qui est Alexis. Alors, je te présente. Tu es donc ingénieur de recherche hors classe de l'INRAE, voilà. Et donc, tu es un jeune retraité qui profite de tes 4 enfants et 6 petits-enfants. Non, tu vas trop vite là. 3. Ah, 3. Ah, je me suis dit, est-ce que c'est 8 ou 6? Bon, c'est 3. Bon. Voilà, alors tout a commencé en 81 où tu obtins le DEA de biologie et physiologie végétale à l'université de Lille. 81. Le DEA, l'ancêtre du Master 2. Et puis, comme tu as reçu brillamment ce diplôme, tu t'es dit pourquoi ne pas continuer, et tu as eu une très bonne idée, puisqu'en 85, tu soutins ton doctorat sur la génétique et la biologie des populations végétales, toujours à l'université de Lille. Voilà. Et avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Alors, tu parles couramment l'anglais, l'espagnol, le russe et même le français d'ailleurs. Ah bon? Je savais pas. Ouais, et puis même tu es capable de traduire sans le Becherel ni le Larousse le langage des oiseaux. Voilà. Alors, toutes ces qualités t'ont permis sans doute de publier avec Rémi Petit en 97 dans l'INRA mensuel un article sur le jet des chênes, premier reboiseur européen. Voilà, tu es donc recruté sur concours à l'INRA, c'était pas l'INRAE, c'était l'INRA à l'époque, le 1er avril 89, et ce n'était pas un poisson, dans l'équipe des recherches GAF, pas GAFAM. GAF, génétique et amélioration des arbres forestiers, dont Antoine Kremer, que je salue au passage, était le responsable. Donc, GAF à Pierroton et pas GAFAM en Californie. Alors, depuis, tu es devenu un très grand spécialiste des chênes rouges, verts, blancs et du hêtre. Alors, tu publias de nombreux articles scientifiques avec Antoine et Rémi Petit. Parmi les nombreuses publications, on peut citer les chênes européens et du pourtour méditerranéen, une ressource d'avenir menacée et méconnue. Alors, les sites forestiers de France et d'ailleurs n'ont plus de secret pour toi. La Petite Charny, le Troncé, le Ciron, dont tu es le responsable scientifique de ce site-là. En 2004, tu écrivis dans le Sud-Ouest Nature un très bel article « Il faut sauver le hêtre du Ciron ». Et puis, pas de secret aussi pour toi, les sites forestiers de Roumanie,
de Russie et d'Asie. Alors, ce n'est pas surprenant que tu représentes la recherche forestière de notre pays dans des instances internationales comme l'IUFRO, l'Union internationale des organismes de recherche forestière. En plus de tes responsabilités de recherche à l'INRA, tu as d'autres engagements, gestionnaire depuis 1978 d'une forêt de 67 hectares en Picardie. Et puis, militant impliqué dans la conservation de la biodiversité, à la commission scientifique des ressources génétiques forestières, et puis président du groupe Forêt l'UICN. Alors, j'ai enlevé les sigles, parce que je me suis dit, si je vous dis les sigles, ça ne dit rien. Alors, du coup, j'ai mis tout le titre, et voilà. Donc, c'est Union internationale pour la conservation de la nature. Et puis, tu es membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Aquitaine, membre de la commission forêt à la CEPANSO et expert scientifique de l'observatoire Laudato Si. Bon, j'en oublie certainement, mais il faut que je fasse court, cher Alexis, parce que sinon, certains amis du public vont dire « t'as été encore un peu trop long ». Bon. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler sur nos forêts qui brûlent, et c'est désormais un phénomène mondial. Cette année a vu des millions d'hectares de forêts brûlées au Canada. Leurs fumées ont envahi le ciel européen. Et il y a un an, nous avons eu nous-mêmes 50 000 hectares de notre forêt landaise qui a brûlé et leurs fumées ont envahi le ciel aquitain et même parisien. Alors cette catastrophe nous a plongé 75 ans en arrière avec le grand incendie d'août 49 qui a fait plus de 90 victimes parmi les soldats du feu, les agents des eaux et forêts et les bénévoles. Et parmi les victimes, nous comptons le maire de Socat. Cette année-là, le massif landais a eu 131 000 hectares de forêts ravagées. Sur 1,5 million, vous voyez, ça fait quand même pratiquement 10%. Nous sommes donc très heureux, cher Alexis, de t'entendre nous parler de ce sujet brûlant qui a marqué notre mémoire et nous incite à garder l'espoir que nos sociétés s'engageront sur un modèle culturel, économique et social permettant une sobriété heureuse, selon la belle expression de Pierre Rabhi, afin de garantir l'avenir de notre espèce et celle de notre arche de Noé, qu'est notre belle planète bleue. Alors, c'est donc avec plaisir que nous t'écoutons pendant une petite heure. Je dis le nombre, le délai, parce que te connaissant et ton savoir immense, on pourrait être là jusqu'à 8 heures, même 9 heures du soir. Alors, nous aurons à la fin de notre rencontre quelques infos et nous finirons avec quelques rafraîchissants. Voilà, eh bien, à toi la parole et merci encore une fois d'avoir pris le temps de venir nous parler de ce sujet. Alors, je vais vous parler un petit peu de la genèse de cet exposé. La première version de cet exposé a été faite en novembre 2022 à la demande du maire de Landiras, qui avait demandé à des associations, dont la CEPANSO, de venir faire un topo parce que c'était très tendu socialement, localement, et pour essayer de défendre un peu l'atmosphère et donner une vision d'avenir aux gens qui avaient été traumatisés, notamment localement. On a eu une énorme surprise parce qu'on s'attendait à, c'était un soir de novembre, on s'attendait à 30-40 personnes, on a dû mettre 270 sièges dans le foyer rural et il y avait des gens debout à la fin. Donc voilà le contexte de la première version et donc j'ai quand même bien amélioré depuis cette version. Donc on va d'abord voir un peu la forêt du Sud-Ouest avec ses vulnérabilités. Je donnerai quelques définitions, je ferai des rappels sur les écosystèmes forestiers, notamment sur leur fonctionnement.
Et puis après ça, on abordera une réflexion sur la reconstitution des forêts après ces incendies et on arrivera à une conclusion. Alors ici, j'ai mis les cartes des incendies en Europe en 1922. Donc chaque petit point correspond à un incendie. Donc on voit que c'est surtout le pourtour méditerranéen où il y a eu des incendies, et je mets à part l'Ukraine parce que là c'est pas du tout des incendies un peu accidentels. Là c'est une volonté de la Russie de détruire la forêt ukrainienne, et là vous avez une très très belle carte de la forêt ukrainienne. Donc si vous voulez, là, il est envoyé régulièrement des missiles, des munitions rôdeuses, très très loin, même jusque dans l'ouest, avec du phosphore blanc, donc ça met le feu de manière terrible. Ce qui explique cette carte sur l'Ukraine. Donc, si vous voulez, après la guerre de l'Ukraine, il y aura un très très gros travail en Ukraine à reconstituer les forêts, et quand on voit les photos qu'on voit les collègues ukrainiens, c'est atterrant. Donc ici, on voit l'évolution des surfaces brûlées entre 1970 et 2007 en France. Donc on est à un peu plus de 10 000 hectares par an, avec de temps en temps une année où il y a des surfaces beaucoup plus grandes, comme 1990 et 2003, qui correspondent à des années très, très sèches. Si on regarde sur un pas de temps beaucoup plus court, donc là on est entre 2010 et 2022, et à ce moment-là, on voit que ces dernières années, on a une augmentation des incendies. Donc, en axe des X, c'est les années. En axe des Y, les barres, c'est les surfaces brûlées. Et la courbe bleue, c'est le nombre d'incendies de plus de 30 hectares. On voit qu'on a une augmentation aussi bien des incendies que des surfaces brûlées, mais ça correspond à des années très exceptionnelles en termes climatiques. Alors, si on regarde les surfaces brûlées en 2022, donc on a différents types de végétation. Donc, on voit qu'il y a eu 28 000 hectares de forêt, mais aussi 20 000 hectares d'autres types de végétation, principalement agricoles. Donc, on se focalise sur les incendies de forêt, mais ça concerne aussi les milieux agricoles, aussi bien maintenant les champs de blé, par exemple en Beauce, en Picardie, il y a eu beaucoup d'incendies de champs de céréales, et il y a donc quand même 58% qui concernent la forêt. Dans la forêt, il faut savoir qu'on a 2 tiers de feuillus, 1 tiers de conifères, mais c'est surtout les conifères qui sont concernés par les incendies, parce que sur les 28 000 hectares, 20 000 hectares concernent des peuplements purs de conifères. Et c'est essentiellement les pins qui brûlent parmi les conifères. Alors maintenant, si on regarde les incendies de Gironde, là on voit les différents incendies avec, par ordre de taille, d'abord celui de Somos, avec 3500 hectares au nord de la carte. À l'ouest, l'incendie de la Teste de Buch. Alors là, c'est un incendie qui a vraiment posé un problème en termes de tourisme, et puis aussi, c'était la plus grande vieille forêt de France. Donc là, on a perdu un patrimoine écologique extrêmement important, et Michel Arbès, qui est ici présent, pourra mieux vous en parler si vous voulez avoir plus d'informations sur cet incendie. Ensuite, vous avez l'incendie de Landiras, qui a concerné plus de 20 000 hectares, qui a été divisé en deux, Landiras 1, Landiras 2. En réalité, si vous voulez, Landiras 2, c'est la reprise de l'incendie dit de Landiras 1, qui a été le plus grand en surface, et là, qui a essentiellement concerné la forêt cultivée. Donc, on a eu un été catastrophique pour l'économie, parce qu'on a eu la destruction de 32 000 hectares de forêt, 2 370 000 mètres cubes de bois endommagés. Ça a eu un impact économique lourd pour la région, un ralentissement, voire un arrêt de l'activité économique dans le sud girondin, 30 bâtiments détruits, le tourisme qui a été fortement perturbé, et ça représente 9% du PIB régional, donc c'est quand même la première activité économique de notre région, 50 lignes détruites,
des zones touristiques interdites d'accès, et certaines sont encore actuellement interdites d'accès, l'évacuation des touristes, des paysages dégradés pour plus d'une décennie. La filière bois a été très fortement aussi impactée. C'est donc le deuxième secteur économique de la région, et il y a eu donc plus de 2 millions de mètres cubes de bois endommagés. Ça a été un été catastrophique d'un point de vue écologique, avec la destruction de la plus grande partie de la plus grande vieille forêt de France. Donc une vieille forêt, c'est une forêt où on va trouver tous les stades de développement de la forêt, depuis le jeune plantule jusqu'à l'arbre sénescent. Et si vous voulez, en montagne, ça représente maximum 2% des surfaces forestières, et en plaine, moins d'1% vu les derniers inventaires qui ont été faits des vieilles forêts. Donc si vous voulez, c'est des forêts à forte valeur patrimoniale. Donc et si vous voulez, la forêt de la Teste de Buch était de loin la plus grande forêt, parce que c'est un millier d'hectares, et parce que, par exemple, la seconde forêt pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu plus d'une dizaine d'hectares. Donc il y avait quand même il y a un pas énorme à ce niveau-là. Alors, il y a des impacts très très variables sur la végétation, avec des effets positifs pour des petites plantes dans les zones peu brûlées, par exemple certaines tourbières ou cladiers. Donc c'est des formations humides où le feu a parcouru très vite ces zones-là. À ce moment-là, ça a éliminé les végétaux les plus compétitifs, et on a pu voir un retour de toutes petites plantes comme les drosera, c'est des plantes carnivores qui ont été favorisées par cet incendie. Ça a eu un effet négatif sur des peuplements ça a des effets négatifs sur les peuplements forestiers, et ces effets, ça sera de au moins 25 ans pour les peuplements les plus pionniers, à plusieurs siècles pour retrouver une vieille forêt. Il y a eu aussi de nombreuses ripisylves qui ont été endommagées. Les ripisylves, ce sont les forêts le long des rivières. On a l'espace naturel sensible d'Austins et des lagunes du Gamor qui ont brûlé, donc si vous voulez des zones à forte valeur écologique, une dégradation des sols, une destruction de la faune et de la flore sur de grandes surfaces, et aussi une pollution atmosphérique et des relargages importants de CO2. Ça a été aussi un été catastrophique pour la société. Il y a eu 50 000 personnes évacuées, qui est une épreuve traumatisante, en particulier pour les personnes âgées qui sont très sensibles à ce genre de problème. 4000 habitations très menacées par les incendies, et donc là c'est aussi un traumatisme extrêmement fort pour les habitants. Par exemple, moi j'ai hébergé des gens évacués dans ma maison, et il y en a où l'incendie est passé à moins de 50 mètres de la maison. Je peux vous dire que dans les jours où l'incendie est passé, ils étaient complètement sonnés, alors que c'est des gens qui d'habitude sont très dynamiques, et ils étaient incapables d'assurer même la vie de tous les jours. Après ça, il y a des fumées, donc c'est des problèmes de santé pour les personnes en particulier sensibles, comme les asthmatiques. Ça entraîne aussi des problèmes de solaltalgie, donc c'est une souffrance et une détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux. Et par exemple, le maire d'Orléans m'avait demandé d'intervenir parce qu'il y avait une partie de la population de son village qui souffrait de ce problème-là. Alors, c'est un territoire qui a des atouts. Donc, c'est 974 000 hectares de forêt répartis entre la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne. Bon, on a un sol sableux, quartzeux, qui est très pauvre. Il n'y a pas de complexe argilo-humique, donc c'est très pauvre, très acide, avec une réserve utile en eau très faible. Au niveau de la forêt, c'est 85% du pin maritime, qui est une espèce inflammable, et on a 15% de feuillus, comme principalement des chênes, pédonculés et le tausin, plus divers feuillus, et ça on reviendra sur ce point-là. Et cette forêt était un acteur majeur de la forêt, c'est 9,7 milliards d'euros. Par exemple, la viticulture, qui inclut la viticulture, représente 6,4 milliards d'euros pour le département de la Gironde.
Donc la forêt dans le département de la Gironde a un poids économique plus important que la vigne, et peu de gens le savent. Alors après ça, on a une grande diversité de forêts. Beaucoup de gens ont l'impression que c'est très homogène ce plateau avec que du pin. Eh bien non, on a des forêts dunaires avec un milieu extrêmement variable, et là on a des variations à 10 mètres près, on est dans des milieux très très différents. Sur le plateau landais, on a aussi différents types de forêts, avec des landes sèches, des landes dominées par des acacées, la calune par exemple, et des bruyères, les landes mésophiles où on va trouver des sous-bois avec des fougères, la fougéraigle, des landes humides où on va avoir la molinie qui va dominer dans les sous-bois, et puis aussi on a des forêts à très forte valeur patrimoniale, ce sont les ripisylves comme celle de l'Alaire ou du Ciron. Donc vous voyez, on a une forêt diversifiée. Alors au niveau des orientations de gestion, les forêts dunaires sont essentiellement dédiées à l'accueil du tourisme et à la protection du trait de côte. Les fleuraux du plateau landais il y a une priorité sur la production de bois, et ce qui est ripisylve, les forêts riveraines, il n'y a pas de rotation précise, et on assiste malheureusement à une conversion de plus en plus fréquente de ces forêts en pinèdes, et ce qui explique en particulier l'incendie de l'Andiras. Si par exemple la ripisylve du Tursan avait été conservée en bon état comme il y a 30 ans, ça aurait été un incendie de 700 à 800 hectares. Donc c'est un territoire qui a des atouts mais aussi des fragilités, qui a été régulièrement impacté par des catastrophes, avec les incendies dans la période 47-49 avec 150 000 hectares, dont un incendie de 52 000 hectares et 82 morts. En 86, il y a eu des problèmes de gel, et ici on a 2 représentants de personnes qui ont travaillé sur ce problème-là. En 99, on a eu un chablis, donc des arbres qui ont été renversés, un chablis majeur avec 32 millions de mètres cubes de pins maritimes qui ont été mis par terre. 2009, rebelote avec un chablis avec 37 millions de mètres cubes mis par terre. En 2022, on a eu des incendies avec 30 000 hectares qui ont brûlé rien que pour la Gironde. Enfin, ça s'est surtout localisé dans la Gironde. Et puis, il y a aussi des problèmes pathologiques récurrents. Donc, c'est un territoire qui a des atouts, mais des grosses fragilités. Alors, on va arriver plus dans le cœur de l'exposé avec les incendies. Là, c'est un travail qui a été fait dans le cadre de Carbophore, avec à gauche une carte des sensibilités des forêts aux incendies. Donc, chaque point représente une forêt et la couleur indique la sensibilité de la forêt aux incendies. En vert, c'est risque faible. En orange, jaune orangé, c'est des risques moyens, et rouge, c'est des risques forts. Donc, la carte de gauche, c'est sur la période de référence, 1989-2008. On voit que les risques forts, c'est la Corse et le pourtour méditerranéen, et que nous, on est dans une région avec un risque moyen. Et avec les changements climatiques, pour 2040, on a la carte de droite, et on voit que le massif landais passe en risque fort, donc le risque incendie augmente avec le temps et avec les changements climatiques. Alors, si on va revenir sur les feux de 2022, là, il y a eu plusieurs particularités. C'est la surface importante de ces incendies, une intensité très très forte, une vitesse de propagation très rapide, notamment l'Andiras 2, où il y a eu presque 6000 hectares qui ont brûlé en une nuit, donc c'est énorme, c'est colossal, et une durée longue, 70 jours pour l'Andiras. Et 70 jours encore, c'est beaucoup plus long parce que en réalité, l'Andiras n'est toujours pas éteint. Les gisements de lignite continuent à brûler. Certaines zones du secteur d'Austins sont toujours interdites à l'accès à cause de ces lignites qui brûlent. Alors, on a eu des conditions exceptionnelles. Donc, si on prend pour la période de 1980-2022, il est tombé 847 mm d'eau dans la vallée du Ciron,
Et pour 1922, il est tombé que 496 mm, donc une année sèche. Ça a été l'année la plus chaude de cette période-là, à partir des stations météo de la vallée du Ciron, et on a battu des records d'humidité atmosphérique. On est descendu en dessous de 10% de taux d'humidité, ce qui se rencontre habituellement dans des déserts. Donc là, on est arrivé à des niveaux très bas. Donc on a rempli toutes les conditions de la règle des 3,30, une température supérieure à 30 degrés, une humidité atmosphérique inférieure à 30% et des vents supérieurs à 30 km/h, parce qu'on a eu régulièrement du vent pendant cette période-là, ce qui est très rare dans notre région. Donc on était vraiment en risque maximal pour les incendies. Donc maintenant, on va regarder, notamment à partir des rétextes, des retours d'expérience des pompiers, un certain nombre de problèmes. Et l'un des points les plus importants, c'est que le risque incendie et la possibilité de combattre l'incendie varient beaucoup avec l'âge. Donc à gauche, on a un peuplement de 10 ans, un peuplement de 10 à 20 ans, et à droite, un peuplement de plus de 20 ans. Et les pompiers nous ont clairement montré, et ça j'ai trouvé après ça dans différentes publications, qu'il y a une phase vraiment critique, c'est les peuplements de 10 à 20 ans, où là il y a des incendies qui sont très très difficiles à mesurer, et ça passe facilement du sol à la cime, parce qu'il y a continuité entre le sol et la cime des arbres au niveau risque d'incendie. Donc là il y a vraiment un problème. Et si on regarde ici la carte des dégâts au sujet de la tempête Klaus, donc le 25 janvier 2009. Donc tous les points représentent un point où les dégâts ont été observés. En gris, c'est quand il n'y a pas de dégâts constatés. Jaune, 20% de dégâts. Orange, 20 à 40%. Rouge, 40 à 60%. Et noir, plus de 60%. Et si on prend le secteur de l'incendie de Landiras, on s'aperçoit qu'on est dans une zone qui a été très très impactée par cet incendie. Avec la reconstitution, on avait une masse de peuplement qui était dans cette période à risque. Donc, on est sur un territoire aussi où le pas maritime domine, donc si vous voulez, c'est une espèce inflammable, et donc avec une concentration de peuplement de 10-20 ans qui était liée à la reconstitution de l'ouragan de 2009. Après ça, on avait des conditions météorologiques particulières, température très élevée, vent fort et changeant, hygrométrie très faible, pluviométrie quasi nulle. Donc là, vous voyez, on avait le cocktail explosif pour avoir des accidents majeurs. Alors, les pompiers ont bien fait leur travail parce que en 2022, il y a eu plus de 600 incendies de forêt en Gironde. Il n'y a que 3 incendies qui ont été difficiles à maîtriser, voire hors de contrôle, comme celui de Landiras. Alors, on va passer à quelques définitions pour mieux comprendre le contexte dans lequel on est. Donc, un LAR est un phénomène résultant de facteurs ou de processus qui échappent au moins en partie au contrôle humain. Par exemple, un incendie, une inondation, un cyclone. Le risque et la probabilité qu'un aléa se produise. Donc là, c'est une probabilité, un risque. Et touche une population vulnérable à cet aléa. Exemple, c'est la durée de retour d'un incendie. Au niveau vulnérabilité, c'est le niveau d'effet prévisible d'un phénomène naturel sur des enjeux. Par exemple, quel est le risque que l'on a en termes de dégâts humains ou économiques lorsqu'il y a une inondation. Alors, dans le cadre de la reconstitution des forêts, il va falloir rentrer dans le cercle vertueux du développement durable. Et le développement durable a été défini par une femme très intéressante, Gro Harlem Brundtland. Donc c'est dans un rapport qu'elle a publié en 1887. Et elle a été quand même première ministre de Norvège.
Donc c'est quelqu'un de très brillant et qui avait du pouvoir. Alors, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, il y a une dimension de répondre aux besoins et de limitation par nos techniques et notre organisation, et de limitation sur nos techniques et nos organisations sociales. Il y a 3 grands axes dans ce développement durable. Donc, c'est sur un trépied, l'écologie, l'économie et le social. Et il faut arriver à combiner les 3 sans privilégier l'un des 3 piliers pour qu'on rentre dans du développement durable. Donc, on est dans une situation difficile dans notre cas parce qu'on a un territoire impacté par les crises écologiques avec des épuisements des ressources naturelles. Donc, si vous voulez, la forêt fournit des ressources naturelles, mais on a assez de ressources qui, à l'échelle de la planète, est en train de s'épuiser, qui est soumis au changement climatique et qui est soumis aussi au problème de l'effondrement de la biodiversité qui impacte le bon fonctionnement de nos forêts. Alors, au niveau du développement durable, il y a un pays qui, dans sa constitution, a vraiment bien intégré ce concept-là et en plus qui parle des générations futures. Est-ce que vous pouvez voir quel est le pays qui peut avoir ça? C'est l'amendement 92 de ce pays. Oui, c'est un pays d'Afrique, effectivement. Oui. C'est la Namibie. La Namibie, voilà. Voilà, donc c'est un pays qui a vraiment intégré cette notion de développement durable et c'est vraiment un pays intéressant en termes de développement. Donc, je vais vous faire quelques rappels maintenant sur les écosystèmes forestiers et mieux comprendre nos écosystèmes. Alors, on va commencer par la biodiversité. Donc, en général, la biodiversité est composée de 3 niveaux. Un niveau écosystème. En haut, à droite, on voit différents écosystèmes avec une falaise. Après ça, on voit une forêt de hêtres. On est à quelques dizaines de kilomètres de Marseille, donc c'est la forêt de la Sainte-Baume. En bas, on a une chênaie. Devant, on a des champs cultivés. Et juste devant, on est dans une pelouse méditerranéenne. Donc là, on voit toute une série d'écosystèmes différents. Après ça, il y a le niveau espèce, qui est souvent le niveau que l'on connaît mieux. Avec ici, on voit une photo de hêtres, d'ifs et de chêne Cécile, donc 3 espèces. Et puis, un niveau souvent, malheureusement, oublié, qui est celui de la diversité génétique. Et là, j'ai mis cette photo-là, donc on est dans la forêt d'Irati. Ce sont des hêtres au moment du débourrement, et puis quelques sapins. Et vous voyez, vous avez des hêtres qui sont complètement débourrés et d'autres qui sont complètement dormants. Et ça, c'est soumis à fort contrôle génétique. Et donc, ça, c'est pour vous illustrer la variabilité génétique à l'intérieur d'un peuplement. Donc, on peut voir ce caractère. Alors, je vais vous parler de la biodiversité associée. Donc, c'est la capacité d'accueil pour la biodiversité de différentes espèces d'arbres. Donc, si vous voulez, les arbres ont beaucoup d'espèces vivantes qui en dépendent. Et donc là, la première fois où on a une belle description de la biodiversité associée, c'est une publication ancienne de Southwood en 1961 sur les insectes. Donc, dans le tableau, on voit différentes espèces d'arbres. Et dans les colonnes, on va regarder uniquement pour la Grande-Bretagne, le nombre d'insectes que l'on trouve sur les feuilles, et donc c'est pour millimètre carré dans cette étude, et on va voir que le hou, qui est particulièrement coriace, il n'y a pas beaucoup d'insectes sur les feuilles, avec seulement 7, et les chênes avec 284, avec toute une panoplie de diversité différentes selon les espèces. Alors par exemple, pour les champignons, on va aussi trouver des très très grosses différences, avec des espèces qui sont championnes en termes de diversité de champignons, comme les chênes, les bouleaux, le hêtre. Et
avec des espèces au contraire qui ont très peu d'espèces de champignons, notamment des espèces exotiques qui ont été introduites et qui nous viennent de loin. Alors cette biodiversité est aussi très dynamique dans le temps. Donc sur l'axe des X, on a l'âge d'un taillis sous-futé, d'une futée, en Bourgogne, et en l'axe des Y, on a la dynamique de différentes espèces d'oiseaux. Par exemple, si on prend la courbe bleue sombre, c'est le bruant jaune, qui est une espèce de milieu ouvert. Donc quand il y a la régénération, les milieux sont rares, on va avoir la présence de cet oiseau, et cet oiseau va disparaître. Au contraire, quand on va avoir, par exemple, le pic épéchette, donc c'est la courbe vert clair, il doit avoir des vieux arbres. Il faut attendre que le peuplement soit âgé, plus de 150 ans, pour le voir arriver. Or que la tourterelle des bois, qui est en rouge au milieu, elle va aimer les peuplements d'âge intermédiaire, et dans les peuplements jeunes et âgés, on ne va pas la trouver. Donc vous voyez, la biodiversité va varier avec le temps dans les peuplements. Alors, la biodiversité a un rôle aussi sur la productivité des forêts. Donc ça, c'est une publication de Liang en 2016. Et en axe des X, on voit la diversité des peuplements forestiers, et en axe des Y, la productivité des peuplements. Donc là, il y a plusieurs milliers de peuplements qui ont été étudiés depuis l'équateur jusque dans les forêts boréales, et on voit une augmentation de la productivité des forêts avec l'augmentation en diversité. Donc même en prenant des zones plus étroites, on voit aussi ce phénomène d'augmentation de la productivité. Donc la biodiversité, c'est bon pour la productivité des forêts, pour la résistance et la résilience des forêts, la production non-bois comme miel et fruits, les usages de la forêt, chasse, cueillette, champignons, les paysages, et un dernier point, est-ce que vous pouvez voir quel est le dernier point où la biodiversité peut avoir un rôle important? Non, c'est bon pour le bonheur. Donc depuis une dizaine d'années, les psychologues de l'environnement travaillent sur justement ce point-là, et il y a un certain nombre de publications qui montrent clairement que plus on est entouré d'une biodiversité importante, plus on est heureux, et même si on n'est pas capable de reconnaître les petites plantes qui sont autour de soi ou les oiseaux qui sont autour de soi. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre dans la dimension sociale. Alors maintenant, on va parler un peu de l'histoire de la végétation de nos forêts. Donc pendant la période de glaciation, on avait peu de forêts en Europe. Dans la région, on était, pendant la période glaciaire, soit des steppes, il y avait un petit peu de toundra pas très loin. Donc, si vous voulez, pas du tout une végétation ouverte sans arbres, à part dans la vallée du Ciron. Et quand le climat va se réchauffer à partir de 13 000 ans, on va avoir la forêt qui va arriver. Et vers 8 000 ans, on a l'installation d'une forêt de feuillus, et on a quasiment la carte de la végétation potentielle aujourd'hui. Évidemment, maintenant, ça a évolué sous des forces anthropiques, mais ici, on a la carte de végétation avec, en rouge, la forêt méditerranéenne, en vert, la forêt tempérée. Alors, si on regarde l'évolution de la surface forestière de la France, en bas, en axe des X, on a le temps depuis moins 13 000, donc la fin de la période glaciaire jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand le climat se réchauffe, on voit que la surface va augmenter jusqu'à à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ, et puis très rapidement, la surface commence à décroître, même avant les premiers défrichements. Ça va décroître jusqu'à la Révolution française, avec un retour de la forêt après la peste noire, mais
ça va décroître jusqu'à la forêt française, et depuis, on a une augmentation de la surface forestière, et cette tendance continue en France, et on a doublé la surface forestière française depuis la Révolution. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus l'histoire du plateau landais. Donc, c'est des travaux qui ont été faits par des collègues de Toulouse avec la palynologie. Donc, ils ont travaillé sur les pollens et daté les pollens dans des tourbières. Donc, il y a 11 000 ans, on voit dans les tourbières l'arrivée des premiers arbres. Entre 9700 et 3900 ans avant Jésus-Christ, on voit l'arrivée des chênes, ormes, tilleuls, frênes, hêtres, pins sylvestres. Il y a 5-6 000 ans, on a le début de l'anthropisation de la flore forestière, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de défrichement, mais on voit des modifications de la flore forestière dues à l'homme, avec notamment des zones où on a des eutrophisations, donc des enrichissements du sol. Vers 3500 ans avant Jésus-Christ, on a une occupation permanente du plateau landais, avec le début des premiers déboisements, et cette forêt va persister jusqu'au Moyen-Âge, mais on voit sa surface qui régresse fortement. Vers 600 ans avant Jésus-Christ, avec l'intensification des activités humaines, on voit maintenant des secteurs complets sans forêt, et avec l'apparition d'une nouvelle formation qui est la lande. Donc la lande est vraiment une formation anthropique due à les dégradations des milieux, mais l'homme a créé un milieu extrêmement intéressant en termes de biodiversité. Au Moyen-Âge, là on arrive à la pression maximale de l'homme, et à partir du 19e siècle, on a un retour de la forêt avec la plantation massive du pin maritime. Donc, sur le plateau landais, il y a une grande période où il n'y avait plus beaucoup d'arbres, sauf sur la partie est, notamment dans la vallée du Ciron, où on voit qu'on avait une grande forêt d'à peu près 50 000 hectares qui s'est maintenue. Et donc là, il y a un travail d'historien à faire, parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a une si grande forêt qui s'est maintenue. Alors maintenant, on va regarder différentes cartes. À gauche, on a les cartes de Pierre Belen. Donc, c'est des cartes qu'il a établies au début du XVIIIe siècle. Et là, j'ai pris justement ce secteur de la vallée du Ciron, parce qu'on est en limite de la zone complètement déboisée et le début de cette grande forêt. Donc, à gauche, on voit qu'il n'y a plus du tout d'arbres. Et sur la partie centrale, on voit ce début de cette grande forêt. Et après ça, plus à droite, on voit le Bazadais, où on voit surtout des collines et quelques petits bocteaux. À droite, on voit la carte d'aujourd'hui. Donc j'ai pris ce secteur-là parce que c'est la zone où est partie la forêt, l'incendie de Landiras. Et on voit que là, on a une couverture quasi totale du secteur par la forêt. Donc on a eu une recolonisation et une extension de la forêt. Donc maintenant, on va passer à quelques notions d'écologie, parce que, si vous voulez, on est sur des milieux très contraints, donc, qui sont compliqués, donc il y a un certain nombre de notions de base qu'il faut comprendre. Donc d'abord, la niche écologique. Donc c'est la position occupée par un organisme, une population, plus généralement une espèce, dans un écosystème. C'est la somme des conditions nécessaires pour qu'une population soit viable et que ces organismes puissent se reproduire, se maintenir. Et cette définition a été établie par Hutchinson en 1957, et lui, il l'a défini comme un hypervolume avec un espace vectoriel. Donc pour chaque facteur, il y a un vecteur. Donc si vous voulez, il y a en gros 3 axes. Il y a un axe qui est lié tout ce qui est sol, un axe qui est vraiment climat, et il y a un 3e axe dans la définition de Hutchinson que beaucoup de gens oublient. Donc il y a le sol, le climat, non, la biodiversité, oui, ça peut être oui, la biodiversité. Alors il y a 2 choses. Il y a la niche fondamentale, donc c'est la niche où des exigences de l'espèce, et on peut faire une carte.
mais on s'aperçoit que cette niche fondamentale n'est pas forcément occupée. Donc on a la niche réalisée, c'est là où on trouve l'espèce. Donc certaines espèces, par exemple, comme le charme, on ne va pas le trouver dans la partie, on n'a pas de population naturelle de charme dans l'ouest de la Bretagne, c'est simplement quand le charme a recolonisé l'Europe, il est arrivé trop tard et le milieu était tellement ouvert qu'il n'a pas pu passer. Donc il n'est pas dans l'ouest de la Bretagne, si on le plante et il a été planté, il s'installe très bien, il a un beau développement sans problème. Alors maintenant, je vais vous illustrer la niche écologique. Ici, on a la niche écologique du pédonculé pour à la fois pour le sol. Donc en bas, on a sur l'axe des X un gradient depuis des sols très acides à gauche et calcaires à droite. Et en bas, on a les sols inondés sur l'axe des Y en permanence. Et en haut, des sols très secs. Et on voit que le chêne pédonculé a une niche écologique très large, qui tolère à peu près tous les sols, mais son optimum est dans des milieux bien alimentés en eau. Si on prend le cas de son frère, de son cousin, le chêne tausin, ben lui, on va le trouver dans les milieux secs et acides. Donc là, vous voyez deux niches écologiques différentes. Après ça, je vais vous parler de végétation potentielle et de sylvofaciès. Qu'est-ce que ça cause ? Donc la végétation potentielle, c'est la végétation que l'on aurait si l'homme n'était pas là. Donc sur le plateau landais, on aurait des chênaies landaises. Or que si on regarde sur le plateau landais, ben on va voir des forêts semi-naturelles avec des chênaies en futaies. On peut trouver aussi quelques phases pionnières avec des bouleaux, des taillis de chêne pédonculé, de chêne tausin, et puis des plantations de pins maritimes ou d'autres espèces introduites. Donc, on voit que entre la végétation potentielle et la végétation qu'on observe, on a une différence. Donc, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. On a la dynamique forestière. Donc, on peut aller de forêts pionnières à des forêts matures. Les gens ont l'impression que la forêt est quelque chose d'immuable, que le paysage ne change pas. Or que une forêt évolue dans sa composition en permanence. Et donc là, on va voir un exemple de dynamique forestière progressive. Donc, si vous avez un milieu ouvert, ben vous allez avoir des espèces pionnières qui vont s'installer, comme les bouleaux, les trembles, les peupliers, les aulnes, l'aulne, les saules. Ensuite, des postes pionnières, petit à petit, vont s'installer dans le milieu préparé par ces pionnières, comme les chênes, le merisier, les poiriers, la lisier, le charme, les tilleuls, etc. Et si les conditions, notamment climatiques, le permettent, on va avoir des dryades qui vont s'installer. Donc, c'est des espèces qui vont composer les formations qu'on appelait autrefois climaciques, mais c'est une notion qui a été remise en cause complètement, comme les sapins, l'épicéa, l'if, le hêtre. Alors, on a aussi quelques espèces dites nomades qui sont capables de plusieurs comportements différents. Par exemple, c'est le chêne pédonculé qui peut être pionnier dans les plaines et les collines et qui est un post-pionnier typique dans les vallées. Alors, on va voir aussi des cycles forestiers. Donc là, on va commencer par quelques cycles forestiers intéressants. Donc là, on est dans des forêts primaires et on va commencer avec incendie ou l'incendie et dans la dynamique normale de la forêt. Donc on va aller très loin. On va aller dans le parc du Yellowstone aux États-Unis. Donc il y a un incendie qui élimine tout et on a l'installation de pins contorta ou pins tordus et les peuplements vont vieillir, ils vont commencer à dépérir naturellement et dans le sous-bois va s'installer des épicéas d'Angelman et des sapins lasioca qui vont petit à petit éliminer le pin tordu et va prendre la place complètement de ce pin. Après ça, il va y avoir une accumulation de grosses quantités de matière morte parce qu'on est dans des conditions très difficiles, la matière organique se décompose très lentement. Il y a des périodes très sèches avec des orages d'une violence incroyable dans le Yellowstone et notamment des orages secs
ça met le feu et on repart à zéro. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de ces forêts. À gauche, on a des pins de murets ou pins tordus après incendie. La deuxième photo montre cette régénération très très dense de pins avec les squelettes des épicéas et des sépins. Et puis la troisième photo, là on est sous les pins et l'arrivée d'épicéas d'Angelman et de sapin lasiocar. Donc là c'est un épicéa d'Angelman que vous avez dans ce sous-bois. Et à droite, là on a le peuplement mature d'épicéa d'Angelman et de sapin lasiocar. Donc si un jour vous avez la chance d'aller aux États-Unis, allez voir le Yellowstone, c'est vraiment un endroit les plus étonnants. J'y suis allé plusieurs fois avec mes enfants et je peux vous dire qu'ils en ont des souvenirs incroyables d'avoir vu des ours tout près, des loups, d'être passé une après-midi au milieu de loups, etc. Donc il y a des souvenirs de famille. Alors maintenant, on va aller voir dans une forêt primaire en Russie, parce que c'est là où on a encore des fleuves vraiment sauvages. Et donc, on va partir à gauche avec l'aulne glutineux et les saules. Donc là, on a une zone marécageuse à bord de la rivière qui est colonisée par la forêt. Et donc là, on va avoir ces espèces qui s'installent. Petit à petit, ça va atterrir et on va avoir les frênes communs et en mélange avec l'aulne glutineux. Ensuite, le frêne commun va remplacer complètement l'aulne glutineux et le chêne pédonculé s'installe. Et quand on va arriver en stade mature, on va avoir une forêt mélangée de chêne pédonculé, d'érables tatars et planes. Et donc, quand il y aura une crue majeure, un hiver, cette forêt va être complètement balayée, va être complètement ouverte, la rivière va passer là et on va repartir vers un nouveau cycle. Et donc là, c'est une photo d'avion de cette forêt, la forêt de Hopper. Et donc on voit toutes les anciennes voies de passage de cette rivière et toutes les voies de colonisation de cette forêt, les stades de colonisation de ces zones marécageuses. Et donc c'est des paysages absolument extraordinaires. Et ici on a cette forêt mature avec ce mélange d'érables et de chênes pédonculés. Et vous me voyez, pour ceux qui me connaissent, avec mon épouse au milieu de cette forêt. Je vais vous emmener dans un autre endroit donc ce type de cycle, c'était probablement les cycles que l'on avait dans nos vallées avant que l'on chenalise et domestique nos rivières. Et on voit encore sur les cartes des traces de ces changements de rivières. Par exemple, dans mon jardin, on voit la trace d'un ancien passage du Ciron, or que le Ciron passe à 50 mètres plus loin. Donc, si vous voulez, on voit des traces de ces changements. Alors là, on va aller en forêt primaire de Białowieża. C'est dans l'est de la Pologne. Donc, c'est aussi une forêt mythique qui est absolument magnifique. Et je vais vous raconter encore une petite anecdote familiale. Le premier souvenir de mon fils, il avait 3 ans, de ce premier souvenir d'enfance, c'est dans cette forêt. Et c'est parce qu'il a rencontré un loup de tout près. Donc c'est quand même un premier souvenir d'enfance assez étonnant. Donc là, on a un système en trouée. Donc les arbres vieillissent, finissent par tomber, font des ouvertures. Et alors là, on prend un des exemples de cycle qui se passe. Donc quand on a un tilleul qui est renversé, ce sont des épicéas qui vont prendre la place. Quand ces épicéas vont tomber, ce sont des chênes qui vont prendre la place. Et quand le chêne va tomber, ce sont les tilleuls qui vont prendre la place. Alors ça, c'était sans doute un des cycles qu'on pouvait avoir sur le plateau landais avant que l'homme n'intervienne, mais c'est pas évident parce que nous, on a trouvé quand même des traces d'incendie avant que l'homme vienne. Ils étaient rares, mais il y avait des traces d'incendie. Donc ici, on voit différents états de la forêt.
Donc, à gauche, on voit un peuplement de chênes pédonculés anciens. Au milieu, on voit un de ces chablis. Donc là, on a une régénération très très intense de charmes, de tilleuls et de chênes. Et donc là, on s'aperçoit que la régénération naturelle est très bien protégée contre tous les grands herbivores qui ont du mal à rentrer avec ce fatras. Et à droite, on voit de nouveau un peuplement mature de chênes pédonculés. Donc c'était sans doute un des modes de fonctionnement de la forêt du plateau landais. Donc maintenant, on va regarder la dynamique linéaire d'une forêt. Je vous avais parlé d'espèces pionnières, post-pionnières, nomades. Et on va voir sur le plateau landais, sur des landes mésophiles, qu'est-ce qui se passe. Donc l'espèce pionnière, c'est le bouleau verruqueux. Et dès que vous avez un peu de bouleau verruqueux et qu'il y a un incendie, une ouverture et qu'on ne reboisse pas brutalement derrière, on voit le bouleau qui s'installe, qui va être suivi par l'arrivée du pin maritime. Si le milieu est relativement sec, c'est le chêne tausin qui va remplacer petit à petit le pin maritime et on va arriver avec des peuplements à maturité de chênes pédonculés. Et dès qu'il y a suffisamment d'humidité, on passe du pin maritime au chêne pédonculé. Donc, si vous voulez, le pin maritime est présent naturellement sur notre plateau. Il a un rôle important dans le fonctionnement de cet écosystème et notamment dans ce rôle de cicatrisation quand il y a un accident dans notre forêt. Alors maintenant, on a vu des cycles naturels, et il y a aussi des cycles sylvicalturaux. Donc là, c'est l'homme qui intervient. Donc on va prendre le cas de la punaise landaise. Là, c'est quelque chose de très simple. On a une coupe à blanc. Derrière, on va faire différentes préparations. On va planter. Il va y avoir des entretiens qui s'appellent les nettoiements. On va avoir une jeune futée. Quand cette jeune futée commencera à avoir suffisamment vieilli, on va l'éclaircir. On va passer en futée d'amélioration. On va faire plusieurs éclaircies jusqu'à la coupe à blanc. Donc, si vous voulez, là, on a un exemple, le cycle sylvicultural. Alors, maintenant, on va arriver sur le cœur du sujet de l'exposé, c'est la reconstitution. Donc, on a un massif fragile, une situation inédite due au cumul des crises écologiques, et il faut arriver à repartir dans le cadre du développement durable en tenant compte à la fois de l'écologie, de la société, et c'est quelque chose de plus en plus important. On voit que le dossier de la forêt émerge au niveau de la société avec des exigences de plus en plus fortes de la société et un pilier économique. Et donc il va falloir trouver une voie qui tient compte pour aller sur ce développement durable et puis éviter le retour de tels incendies. Donc il va falloir une nouvelle approche et engager une réflexion de fond. Aujourd'hui, on va aborder quelques ébauches de cette réflexion pour vous montrer qu'il y a des choses possibles. Alors, une des choses qui a été dite après les incendies, de toute façon, on n'a que le pin maritime, on n'a pas d'autres possibilités. Alors, est-ce que c'est la seule espèce ? Alors, là, à gauche, on a l'échogramme du pin maritime. Il faut savoir que sur le plateau landais, on est sur les deux colonnes de gauche, très acide et acide, beaucoup sur le très acide. Donc, vous voyez, le pin maritime est tout à fait à sa place, et que ça soit dans les milieux humides, à très sec. Donc, une niche écologique vraiment qui correspond bien au plateau landais. Si on regarde la carte de répartition de droite, qui est la carte de répartition des populations naturelles, pas des populations introduites parce qu'elle est plus large, on s'aperçoit que le plateau landais se trouve le plus au nord de cette aire de répartition. Donc, dans le cadre des changements climatiques, ça veut dire on est bien placé. On a un élastique que l'on peut tendre avec les changements climatiques. Mais
j'ai regardé la présence d'autres espèces. Et donc, quand on regarde, j'ai trouvé 60 espèces de ligneux présentes sur le plateau landais et 38 espèces d'arbres. Donc ça, c'est la flore naturelle du plateau landais. Alors qu'elle a été fortement réduite du fait de la présence du pain maritime, et aussi certaines étaient considérées comme des mauvaises herbes, donc ont été éliminées comme le bouleau, le tremble, etc. Alors, est-ce qu'on a des espèces d'arbres dans tous les types de forêts qu'on a? Donc là, j'ai affiné la recherche en regardant la nichologie des espèces. Dans les dunes, on trouve 20 espèces. Alors là, c'est compliqué les dunes parce qu'on a des milieux extrêmement variables. Dans les landes humides, on n'en a que 7. Donc on voit qu'on a des milieux très contraints et peu de diversité. Dans les landes mésophiles, 23, les landes sèches, 13, les landes humides, 12, et les ripisylves, 28. Donc vous voyez, les ripisylves, c'est quand même des milieux extrêmement riches. Donc on va regarder quelques espèces présentes sur le plateau landais. Donc on a le chêne pédonculé, qui est capable de faire des beaux arbres. À droite, par exemple, c'est un très beau chêne pédonculé qui est à l'Hermémusée. La circonférence fait plus de 5 mètres, 5 mètres 30 exactement. Donc, vous voyez, ça peut faire de gros arbres. On a d'autres espèces de chênes sur le plateau landais. On a le chêne liège, on a le chêne vert, on a le chêne tausin. Donc, il n'y a pas que le chêne pédonculé. Donc, la deuxième espèce de chêne présente, c'est le chêne tausin. Alors, c'est une espèce qui a fortement régressé à cause de l'introduction de l'oïdium qui l'a décimé. Il est très tardif, donc il a été éliminé. Après ça, vous avez le bouleau verruqueux, donc qui pousse rapidement, qui a beaucoup de qualité parce qu'il a un humus très doux, il améliore vraiment le sol, donc il joue vraiment son rôle de pionnier pour arriver au retour de la forêt. Il héberge une biodiversité très élevée. Donc là, on voit différentes photos de peuplement de bouleaux sur le plateau landais. On a le peuplier tremble. Donc lui, il a une vaste aire de répartition. On va le trouver du sud de l'Espagne jusqu'à Hokkaido. Donc il encaisse des climats extrêmement variés. On le trouve aussi dans les zones méditerranéennes. Il pousse vite, il supporte les sols pauvres et acides, et on peut en faire des contreplaqués, de la caisserie, des fonds de meubles, etc. Il y a 15 jours, j'étais dans la Sarthe, et dans le bâtiment dans lequel j'étais, tous les parements intérieurs étaient en peuplier tremble. C'est vraiment joli. C'était la première fois que je voyais du peuplier tremble utilisé en décoration intérieure, mais vous voyez, on peut l'utiliser pour même des usages nobles. Un arbre très précieux qui est le cormier. Alors, il est présent, donc lui, il est très limite pour pouvoir être présent massivement. Après ça, c'est une espèce disséminée. Naturellement, il ne fait pas des peuplements importants. Vous voyez à droite un arbre important, qui est pris, une photo que j'ai prise près de l'Hermémusée. Donc, si vous voulez, on trouve des beaux individus, mais lui, ce sera toujours un arbre disséminé et d'accompagnement. Autre arbre feuillu précieux que l'on trouve, c'est l'alisier. Alors lui, il va bien dans les sols acides. Ce qui le limite, c'est les zones les plus humides. Alors c'est une espèce qui a été préservée grâce aux chasseurs parce qu'il attirait les grives et donc il s'en servait pour la chasse et l'affût des grives. Donc il y a quelques individus corrects et ça a été souvent traité comme une mauvaise herbe. Donc, en général, on ne trouve que des buissons du fait de ce traitement passé avec de temps en temps un bel individu. Alors maintenant, on va passer sur les aspects d'aménagement du territoire. Alors, le préfet, lors de l'incendie de la Vieras, avait donné une directive très très claire aux pompiers: vous sauvez les maisons, vous protégez les maisons. Donc il va falloir que l'on fasse attention à ce qu'on n'ait pas une forêt qui brûle facilement à proximité des maisons, et mettre en place un bouclier d'à peu près 200 mètres.
C'est ce que demandaient les peupliers lors des différentes réunions auxquelles j'ai pu assister. Donc, par exemple, si on prend le village de Guillos, et ben, si on met une protection de 200 mètres autour des habitations, voilà ce que ça donne. Donc, il va falloir trouver des structures qui protègent ces maisons. La première structure, ben, on va revenir aux traditions, avec la structure de l'Erial. Donc, avec une pelouse tondue par les animaux, donc pour nourrir les animaux. Alors, si vous la tondez régulièrement avec votre tondeuse, votre pelouse, la biodiversité est quasi nulle. Si c'est tondu par les animaux qui ont vraiment une approche très, très différente, à ce moment-là, vous avez une biodiversité élevée. Vous avez des chênes qui nourrissent le bétail, qui permettent la production de bois, qui créent un microclimat et qui hébergent une biodiversité à développer. Et les Erials étaient surtout développés vers l'est parce que c'était le sens d'arrivée des incendies graves. Et d'ailleurs, l'incendie de Landiras, qui était très grave, c'est allé vers l'ouest, donc il venait de l'est, et donc a bien répondu à cette notion-là. Et les anciens avaient repéré que les incendies les plus à risque venaient de l'est. Et donc, si vous voulez, l'Erial a souvent une forme patatoïde orientée vers l'est. Après ça, ben, il va falloir, si on a des peuplements de pins à proximité, il va falloir aller vers des structures où les pieds ne soient plus jointifs, donc faire des éclaircies fortes. Par exemple, c'est des choses qui sont mises en place en Espagne. Moi, j'ai vu du côté de Valence ces techniques. Donc, dès qu'on arrive près d'une route ou d'une maison, il y a des éclaircies fortes et on nettoie le milieu. Et une des solutions, c'est de faire revenir des feuillus comme les chênes qui, eux, brûlent plus difficilement à condition qu'on n'élimine pas trop le sous-bois. Il y a aussi des problèmes d'aménagement dans nos jardins, et ça, les pompiers sont vraiment pleins de tout ce qu'on peut mettre dans nos jardins. Et il y a vraiment des espèces à problème en termes d'incendie, comme les pins, surtout les exotiques, le chêne rouge, l'eucalyptus, les tuyas, les cyprès, les bambous. Alors ça, les bambous, c'est les cauchemars pour les pompiers. Il y a des biomasses extrêmement importantes. La chaume de bambou a une zone remplie d'air, et donc quand ça chauffe, ça éclate et ça projette des tisons à distance. Et ça a été vraiment un cauchemar. Les mimosas, alors là, c'est visiblement quelque chose d'extrêmement inflammable. Les lauriers roses, les lauriers cerises, sauces, le chalef, les oliviers de Bohême. Il y avait toute une liste que les pompiers ont citée, disant que ça pose vraiment des problèmes en termes d'incendie et de protection des maisons. Donc ça, on peut utiliser toute une flore locale qui brûle difficilement. Donc sur le plateau landais, j'ai trouvé 101 espèces ligneuses autochtones, et en plus, on pourrait ajouter des espèces méditerranéennes adaptées au changement climatique. Donc si vous voulez, là, c'est pas quelque chose de très difficile. Vous allez dans une jardinerie, c'est vraiment une bombe biologique en termes d'invasion biologique et en plus de risque d'incendie. Ah oui, un des trucs qu'ils nous ont cité, qui était aussi un peu cauchemardesque, c'était les palmiers. Alors, je vais vous montrer quelques espèces de plantes vraiment sympas qu'on met dans nos jardins. La viorne aubier en haut, regardez, ça fleurit blanc, c'est l'ancêtre de la boule de neige, des magnifiques fruits rouges à l'automne et un rouge incroyable quand le feuillage tourne à l'automne. Toute l'année, vous avez une plante très jolie. Vous avez le houx aussi qui est très beau. On peut mettre le cormier, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, voilà à gauche différentes 3 photos du cormier. Ça a des jolies floraisons blanches à l'automne, ça a une belle coloration rouge-orangé à l'automne, et les fruits aussi sont très jolis, et en plus on peut les manger et faire des alcools avec. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le sorbier domestique. À droite, le chêne pédonculé, ça peut être aussi planté si vous avez beaucoup de place. Alors aussi, un des problèmes, c'est le drainage des zones humides. Donc on a vu qu'un des facteurs d'incendie, c'est la sécheresse. Donc il va falloir arriver à maintenir l'humidité atmosphérique, donc de maintenir au maximum
les zones humides et retenir l'eau en tête de bassin pendant les périodes pluvieuses. Donc ici, on est sur les sources du Ciron à gauche et on a ces fossés agricoles de plus de 2 mètres qui ont complètement asséché une zone humide qui aurait pu servir de réservoir d'humidité et limiter l'incendie de Landiras. Et là, à droite, on voit les sources du Ciron, qui est la lagune de la Roustouze, et vous voyez que maintenant, avec ces drainages, à l'automne, elle fait une drôle de tête parce qu'il n'y a plus d'eau dedans. Au niveau de la gestion forestière, il y a aussi des choses à faire. Donc, la majorité des pare-feux ont disparu suite à des programmes de compensation, notamment compensation écologique et compensation foncière. Et ça a été un des manques et un des problèmes dans l'incendie de Landiras. Il a fallu faire des pare-feux en catastrophe à toute vitesse. Donc, il va falloir faire des nouveaux pare-feux parce que les pare-feux classiques, comme on voit ici, ont été traversés sans aucun problème. Donc, il va falloir qu'il y ait une zone de pelouse rase et qu'il y ait un tampon de feuillus, si on veut, qu'il soit efficace. Les pare-feux anciens, là, sur ces feux d'intensité très forte, ne sont pas suffisants. Alors, actuellement, on voit des nouveaux pare-feux qui sont en train d'être faits. Et là, ils sont retournés tous les ans. Mais ça, c'est pour pouvoir allumer des contre-feux. Et là, on ne peut pas avoir de pelouse si on veut pouvoir allumer le contre-feu. Il va falloir réfléchir à de nouvelles sylvicultures pour limiter ces peuplements sur la phase de 10-20 ans, qui pose vraiment un gros problème. Et une des solutions, c'est d'augmenter la durée des révolutions, l'âge de récolte. Et donc ici, on a la durée de révolution sur l'axe des X et le pourcentage du territoire à faible risque d'incendie dans la pinède. Et on s'aperçoit que à partir de 60 ans, on a 85% du territoire qui a moins de risques. Donc il va falloir revenir à des sylvicultures plus traditionnelles. Et d'ailleurs, lors de la dernière AG du CISO, le syndicat des sylviculteurs, ils en ont parlé, mais pour d'autres raisons, pour produire des bois de qualité et avoir des revenus plus élevés. Et donc, si vous voulez, il y a cette idée en train de maturer chez les forestiers de revenir à des révolutions plus longues. Mais ça veut dire que il va falloir réorganiser la filière pour des productions de très gros bois. Donc, c'est avoir des bancs de sciage adaptés, des usages plus nobles que le bois est plus durable, avec un retour du pas maritime dans le mobilier, dans la construction. Là, j'ai rénové ma maison. Il a été impossible de trouver des poutres et des lambourdes, etc. Pour ma construction en pain maritime. Il a fallu que je fasse venir des bois venant du Limousin. Or que j'avais une forte volonté d'utiliser du bois local, mais on n'y est pas arrivé. Alors, après ça, on a une sylviculture traditionnelle en haut. Alors, on peut essayer de réfléchir à des sylvicultures réduisant le risque sur la phase 10-20 ans en utilisant en mélange des espèces pionnières qui auront plus un rôle d'amélioration de la fertilité du sol. Et on a vu que certaines de ces espèces pionnières ont des usages possibles sur des usages nobles. Vous connaissez peut-être ces tabourets ronds avec 3 ou 4 pieds et ils sont faits en contreplaqué. C'est un design finlandais et c'est fait avec du bouleau. C'est du contreplaqué de bouleau. Je vous ai parlé du tremble qui était utilisé en décoration intérieure dans un bâtiment dans la Sarthe. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'on redéveloppe des nouvelles aussi techniques pour valoriser ces bois. Donc, après ça, on peut aussi imaginer des sylvicultures où on va utiliser des espèces pionnières comme les chênes qui peuvent être dominées pendant un certain temps et quand on va arriver au-delà de la révolution du pain, avoir un peuplement de chênes qui
qui prend le relais. Donc tout ça, c'est des idées qu'il va falloir développer et mettre en place si on veut arriver à limiter ces risques d'incendie. Alors, vous avez vu ce problème d'incendie sur l'Andiras avec cette peau de léopard que l'on avait dans tout le secteur de l'Andiras, où on avait des peuplements entre 10 et 20 ans un peu partout suite à l'ouragan de 2009. Donc, après l'incendie de l'Andiras, à gauche, on a tout qui est incendié, il reste rien quasiment. Et à droite, si on ne change pas, on va avoir en rouge toute la région, les 20 000 hectares à très fort risque d'incendie. Donc, dans 10 à 20 ans, on a un risque énorme de retour d'un incendie extrêmement violent et plus violent que l'incendie qu'on a eu la dernière fois. Donc, ce qu'il va falloir, c'est répartir le risque de manière à ce que les pompiers puissent arriver à lutter. Et notamment, il est très important de maintenir des îlots de feuillus, parce que les îlots de feuillus dans l'incendie de l'Andiras étaient des points d'appui où les pompiers pouvaient venir se préparer à lutter contre l'incendie et essayer de ralentir ou de diriger l'incendie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, on voit cette carte et des incendies. On va regarder la partie en jaune de l'Andiras, donc l'incendie de droite. Donc on voit déjà les villages où clairement les pompiers ont arrêté les incendies et ils sont bien arrivés en concentrant leurs efforts. Et on voit quelques bandes sur la droite, à peu près au milieu, et ça correspond à des ripisylves. Et vous voyez que le feu est mal passé à ce niveau-là. Donc si on regarde ce secteur-là, là on voit la photo aérienne après incendie, et vous voyez, on voit la ripisylve. Donc l'incendie de l'Andiras est arrivé par le nord, par le haut, et vous voyez que au niveau de la ripisylve, il y a des endroits où il s'est arrêté, et derrière, ça n'a pas brûlé ou peut brûler, de brûler avec une intensité beaucoup plus faible. C'est beaucoup plus vert. Donc là, on voit l'intérêt des ripisylves, et les endroits où l'incendie est passé, c'est des zones où la ripisylve a été dégradée. Et cette ripisylve, la ripisylve du Tursan, si elle avait été en bon état, elle aurait arrêté l'incendie. Quand on voit ce qui s'est passé là sur la droite, là où elle est en bon état. Donc, si vous voulez, quand on prend les photos aériennes il y a 30 ans, elle était en bon état d'un bout à l'autre, et c'est depuis qu'elle a été grignotée pour la culture du pain maritime. Donc, si on zoome encore plus, donc ici, on est au hameau des Bernardais. Donc, vous voyez toute la zone qui est incendiée, et vous voyez la ripisylve, et derrière, vers le bas, la zone qui n'a pas brûlé, et la ripisylve qui n'a vraiment pas brûlé. Donc, ici, si on voit une ripisylve sur ce Tursan étroite, on voit que le feu est arrivé à passer à travers. Et ici, on a une ripisylve large, et vous voyez que le feu a brûlé le bord, mais s'est arrêté spontanément. Donc, la première mesure dans les zones sur le plateau landais, maintenant, c'est de protéger et restaurer les ripisylves. Et là, il y a vraiment un travail important à faire. Donc, maintenant, on va arriver à la conclusion. Bon, donc le pain maritime n'est pas tout seul, donc ce qu'on a entendu à rabâcher par un certain nombre de personnes, le pain maritime n'est pas tout seul, mais ça va rester un acteur majeur parce qu'il est productif, parce que on a toute une filière organisée autour du pain maritime, on sait bien l'utiliser. Donc, les autres espèces, on peut les faire revenir, mais il va falloir faire de la recherche et du développement pour arriver à bien les insérer, et il faut le faire très vite. Il faut protéger les maisons avec le choix des végétaux que l'on a autour des maisons, avec des structures comme les aériales et la gestion des peuplements de pain maritime qui sont à proximité des habitations. Il va falloir avoir un programme pour retenir l'eau en tête de bassin, donc il va falloir revenir en arrière sur tous les drainages agricoles et forestiers.
Et là, les agences de bassin sont en train de vraiment travailler là-dessus pour d'autres raisons. Ben, c'est simplement qu'on arrive à stocker de l'eau à la mauvaise saison pour avoir de l'eau disponible à la belle saison et que l'enjeu eau devient de plus en plus fort. Mettre en place une nouvelle sylviculture en termes de révolution plus longue, répartition des peuplements, aller sur des peuplements plus mélangés, recréer des pare-feux, recréer un bocage forestier qui a été fortement réduit ces dernières décennies, et une protection, une conservation et restauration des ripicides. Alors si par exemple, tout à l'heure on a vu le cas des bernardais sur l'Andiras, on va regarder ce qui pourrait être fait sur un secteur comme les bernardais. Donc la première chose, c'est protéger les ripisylves. On peut les exploiter, mais surtout ne pas les raser pour les convertir et surtout pas éliminer les sous-bois, parce que quand on élimine les sous-bois, suivant la nature de la lande, on va permettre le développement de fougères, de molinies ou d'éricacées qui, elles, brûlent bien. Or que, par exemple, en zone humide, si on a de la bourdaine, ça brûle mal, et on élimine le tapis de moulinie qui se développe, qui, lui, brûle très facilement. Il va falloir penser à une restauration des ripicides dans toute la zone où elle n'est pas suffisamment large, protéger tous les petits îlots de feuillus encore restants, recréer tout un maillage petit à petit de haies, donc restaurer le bocage forestier et puis vraiment en recréer. Pardon ? Donc, en termes de société, il y a tout un travail en recherche et développement à faire sur la gestion des feuillures et de la restauration écologique, des problèmes de formation initiale et professionnelle au niveau des forêts, d'écologie, un dialogue avec la société et la coordination entre les différents acteurs comme le CNPF, le PNR, le CISO, les associations, les élus, les populations locales. Et là, les populations locales ont vraiment été traumatisées. Toutes celles qui ont été à proximité de l'incendie de l'Andiras, ça a été un traumatisme fort. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez été impacté par cet incendie. Vous aurez pu constater à quel point c'est violent. Au niveau économie, ça veut dire revenir sur les très gros bois, donc savoir les valoriser, une valorisation des feuillus, travailler sur les autres usages de la forêt. En écologie, il y a tout un travail de restauration hydrogéologique pour mieux retenir l'eau dans les têtes de bassin, de restauration des ripicides, restauration et création de peuplements feuillus. Et une fois qu'on a éliminé le feuillu, c'est pas facile à faire revenir. C'est vraiment compliqué. Et encore avant-hier, j'étais sur des endroits où il y avait des essais pour faire revenir le feuillu. C'est compliqué. Donc, quand on regarde, il y a de multiples acteurs, des connaissances très variées à faire coalescer. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail d'intelligence collective à démarrer si on veut réussir à maintenir une forêt intéressante et sans un retour brutaux de ces incendies. Donc, je vous remercie pour votre écoute et vous avez peut-être des questions à poser.